Pierre-Alexandre Anglade, bonjour. Bonjour. Bienvenue après cette chronique décapante au second degré. Député des Français du Benelux que vous représentez. Emmanuel Macron hier était loin de votre circonscription, il était à Marseille, il a multiplié les annonces pour aider la ville. L'opposition l'accuse d'être en campagne présidentielle. Ouais, moi, quand j'entends les responsables d'opposition, j'ai le sentiment que le président de la République aurait dû tout faire en 6 mois, que pendant les 4,5 années de restantes de son mandat, il n'aurait pas dû agir. Le président de la République, il est en fonction jusqu'au mois d'avril prochain et il agit comme tel. Et donc hier à Marseille, il est allé s'intéresser, proposer un plan historique pour la seconde ville de France, qui doit être une des capitales de la Méditerranée. Et c'était son rôle de proposer aux Marseillais un plan pour transformer la ville qui a été abandonnée par l'État depuis des décennies et par le laisser-aller ou le laisser-faire des élus locaux qui ont longtemps tourné le dos à ce qu'ils auraient dû faire. Et tous les Français vont devoir payer parce que les élus locaux marseillais ont été défaillants. C'est pas tous les Français. Et puis, vous savez, Marseille, c'est la deuxième ville de France. On ne peut pas accepter aujourd'hui que la deuxième ville de France soit abandonnée comme elle l'a été, que ce soit d'un point de vue des transports, que ce soit d'un point de vue de la sécurité, des écoles, de l'enseignement. Marseille, c'est la France. Et Marseille, ça doit être un pilier de la France de 2030 que le président de la République est en train de construire et que nous voulons construire avec lui pour les années à venir. Une annonce du président a secoué les syndicats enseignants qui protestent. Il a dit que les directeurs d'école devraient pouvoir choisir leurs enseignants pour avoir une équipe soudée. Comment rassurer les syndicats ? Et moi, j'ai entendu certaines réactions de syndicats qui refusaient cette proposition au motif que ça mettrait en compétition les professeurs les uns avec les autres. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'offrir la meilleure offre pédagogique possible à des quartiers qui ont été abandonnés. Abandonnés par l'État, abandonnés par les élus locaux, je le disais, abandonnés par toutes celles et ceux qui auraient dû s'en occuper. Et le président de la République vient avec une proposition qui doit faire en sorte que demain, l'école de la République, qui n'a pas tenu sa promesse à Marseille, soit au rendez-vous et puisse venir en soutien de tous les jeunes Marseillais qui ont été laissés de côté pendant trop longtemps. Le président de la République a diffusé une vidéo pour la rentrée scolaire dans laquelle il cite à la fois McFly et Carlito, avec lequel il avait fait déjà plusieurs opérations, et Samuel Paty. Est-ce que ce n'était pas un peu un grand écart ? Est-ce que c'était de bon goût ? Attention aux mauvaises polémiques. Je crois que le président de la République n'a jamais tergiversé quand il s'agit de condamner l'islam radical, le terrorisme, de lutter avec beaucoup de force contre celui-ci. Nous avons voté une grande loi contre le séparatisme qui justement donne des moyens supplémentaires pour lutter contre l'islam radical et toutes ses dérives et le terrorisme. Le président de la République a évidemment toujours apporté tout son soutien à Samuel Paty, aux enseignants qui sont menacés dans leur liberté pédagogique. Et j'ai trouvé que la polémique d'hier était un peu ridicule et surtout pas à la hauteur du message qui est celui du président. Il s'adressait aux jeunes à travers cette vidéo. En même temps, les jeunes avec Macron, donc une émanation de la République En Marche, ont diffusé une première affiche qui fait penser, pour les plus anciens d'entre nous, vous étiez à peine nés, à l'affiche de François Mitterrand avant son deuxième mandat, Génération Mitterrand. Est-ce que ça aussi, c'est un signe que la campagne du président a démarré ? Mais je crois que nous sommes beaucoup dans la majorité à souhaiter que le président soit candidat et à souhaiter un nouveau mandat du président de la République. Je crois qu'il a démontré dans la crise toute sa capacité à résister, à protéger, à entraîner le pays vers autre chose. Et donc les jeunes avec Macron ont proposé une affiche de soutien à la candidature du président de la République. Aujourd'hui, l'heure de la candidature n'est pas venue. Le président il est en train de gérer la crise, d'essayer de faire en sorte qu'on s'en sorte le mieux possible, d'entraîner les Européens avec lui. Il y a la présidence française de l'Union européenne qui arrive, c'est un moment important, donc il est au travail. Mais nous sommes beaucoup dans la majorité à souhaiter un nouveau mandat. C'est le cas des jeunes avec Macron, c'est aussi mon cas. Alors les jeunes bougent. Est-ce que La République En Marche, le parti, l'institution, après des élections décevantes au printemps, va bouger aussi, va changer, va muer ? Oui, nous avons renouvelé le bureau exécutif, c'est l'organe qui dirige le parti juste avant l'été. Nous allons nous retrouver prochainement à Avignon à la rentrée au début du mois d'octobre pour justement se projeter vers ce temps électoral. Il y a l'élection présidentielle, mais il y a aussi les élections législatives qui sont importantes pour le pays. Et donc nous nous réorganisons, nous nous organisons, nous poursuivons le mariage territorial qui nous a fait défaut dans les élections locales et qui doit être renforcé dans les élections présidentielles et législatives parce que c'est par le terrain, à la rencontre des Français que nous gagnerons. Est-ce qu'il faut essayer de retrouver l'esprit des marcheurs en 2016-2017, c'est-à-dire quelque chose d'informel mais d'assez enthousiasmant ? Je crois qu'il faut être capable de sortir de ce que sont les partis politiques. Nous, on se rend bien compte que même une organisation comme La République En Marche, qui est une organisation nouvelle par rapport aux autres partis politiques, connaît des difficultés. Il y a une forme de fatigue démocratique, une fatigue des Français avec les partis politiques, ça ne les intéresse plus tout simplement. Et donc il faut être capable de sortir des cénacles, de créer d'autres formes d'engagement avec les Françaises et les Français. C'est ce que nous avions fait avec la Grande Marche, c'est ce que nous allons faire aussi dans les mois à venir en retournant sur le terrain, en recréant l'esprit des comités locaux tels qu'ils avaient été créés et en essayant d'attirer des Françaises et des Français qui s'engagent, parce que les Françaises et les Français, ils s'engagent beaucoup dans les associations.
On le voit, le tissu associatif est extrêmement dense, extrêmement vivant, très fort, et donc les partis politiques doivent aussi être capables de se nourrir de cela. Les Français croient à la reprise économique. Ils retrouvent un certain optimisme. Dans Challenge, le président de la République en profite pour déterminer les 3 vertus françaises à ses yeux: l'ambition, le goût du progrès et la conscience civique. C'est adieu les Gaulois réfractaires. Pas du tout, et les Français ont raison de croire à la relance économique, parce qu'elle est là. On a retrouvé le taux d'emploi qui était le nôtre avant la crise, nous allons retrouver le taux d'activité qui était le nôtre d'ici à la fin de l'année, et la croissance est à 6%. Et les valeurs qui ont été prononcées par le président de la République sont des valeurs françaises, et qui ont parfois été, je dirais, camouflées, où on a eu tendance à mettre en exergue d'autres aspects de la personnalité des Français. Moi, je crois que ces valeurs de civisme, d'engagement, de détermination, de lucidité, le président a parlé de lucidité par rapport à la situation du pays, étaient encore très présents dans notre société. Alors si lucidité il y aura des réformes. Or, Jean Castex reçoit en ce moment les partenaires sociaux. Ça bloque. Sur la réforme des retraites, par exemple, c'est quasiment un veto de la part de tous les syndicats. Ça veut dire qu'avant 2022, cette réforme, on ne pourra pas la faire. Cette réforme, on en a besoin. On en a besoin. Notre système de retraite en a besoin. On peut tenir encore un peu, 2 ans. Mais il ne s'agit pas c'est pas une question de tenir. La question, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on l'a fait. Est-ce que dans le temps qui nous est donné jusqu'à l'élection présidentielle, avons-nous le temps pour le faire? Je ne suis pas capable de le dire. Ce que je sais, c'est que le pays en a besoin. Le président de la République avait posé 2 conditions. Que la situation économique s'améliore. Ça a l'air d'être le cas. Nous y sommes. Et que la situation épidémique et sanitaire s'améliore aussi. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes face au variant Delta. Voyons, l'OMS alerte d'autres variants éventuels qui viendraient à se propager. Donc la situation sanitaire n'est pas encore là. Mais ce qui est certain, c'est que d'ici à la fin du quinquennat, ou dans un quinquennat à venir, cette réforme est absolument nécessaire parce que nous avons besoin de retraites plus justes. Aujourd'hui, les retraites sont profondément inégalitaires, que vous soyez un homme, une femme, un indépendant, un agriculteur, vous ne touchez pas la même chose, et nous avons besoin de retraites pérennisées pour notre jeunesse. Il y a des élections bientôt, mais les Français l'ignorent, c'est l'élection des Français qui vont désigner leurs sénateurs de l'étranger. Vous êtes député représentant les Français de l'étranger. Est-ce que La République En Marche a des ambitions pour cette élection des sénateurs? Bien sûr, nous avons une candidate qui s'appelle Samantha Cazbonne, qui était députée des Français de l'étranger, mais pour les Français qui vivent dans le sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal notamment. Et Samantha Cazbonne a monté une liste qui a la plus grande ambition. Nous avons la volonté de faire au moins un siège, peut-être 2, si les grands électeurs nous font confiance. Et nous avons besoin de ces sénateurs, parce que vous voyez bien que le Sénat, aujourd'hui, est une force bloquante. Gérard Larcher, Bruno Retailleau, toutes ces troupes au Sénat ont tout fait pour rendre le quinquennat que nous avons mené impossible, pour bloquer les réformes du président de la République. Et donc nous avons besoin d'une nouvelle majorité au Sénat, et ça passe aussi par cette élection. Parfois, le Sénat vous dépanne, comme sur la loi sécurité globale, où le texte a été réparé par le Sénat. Oui, puis parfois il nous empêche aussi. Et moi, ce que je constate, c'est que Gérard Larcher aurait été plutôt une force bloquante qu'une force de proposition durant 4 ans. Ségolène Royal est candidate à cette élection pour la gauche. Elle ferait une bonne sénatrice? Ou il faut passer la main aux jeunes? Ségolène Royal a été candidate à peu près toutes les fonctions que la République peut offrir. Elle a été candidate à l'élection présidentielle, députée, ministre, maintenant sénatrice des Français de l'étranger, sans même avoir vécu une seule fois de sa vie à l'étranger. Je crois qu'elle est née à Dakar. Elle est née à Dakar. Elle a présidé l'Internationale socialiste. Oui, mais écoutez, moi je ne vais pas lui faire de mauvais procès. Elle est candidate. Écoutez, qu'elle fasse le meilleur résultat possible. Autre élection, peut-être plus importante encore pour nous, l'élection en Allemagne. Est-ce que vous, pour que le président puisse continuer son action européenne, vous souhaitez un chancelier social-démocrate, conservateur, ou une chancelière verte? Je ne vais pas me prononcer sur la couleur politique auquel les Allemands devraient faire confiance. Moi, ce que je sais, c'est que nous avons absolument besoin du couple franco-allemand. Et la crise nous l'a démontré. Quand nous avons été confrontés aux premiers mois de la crise du coronavirus, nous avons vu que c'est par l'initiative franco-allemande que nous avons réussi à débloquer le fonds de relance européen, ce grand emprunt qui est une première historique qui a permis à l'Europe de répondre à l'urgence économique et de préparer l'après-crise. Ce que l'Europe n'avait pas été capable de faire au moment de la crise économique et financière en 2008. À l'époque, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel déjà étaient chancelières. Les Européens n'avaient pas su s'entendre. Là, Emmanuel Macron, Angela Merkel ont su entraîner l'ensemble des Européens. Et donc nous avons besoin d'un couple franco-allemand qui soit le plus robuste possible. Et que ce chancelier ou la chancelière à venir soit écologiste, social-démocrate ou conservateur, au fond ça m'est égal. Ce qui est important, c'est qu'il soit européen. Mais peut-être y aura-t-il une période de flottement. On sait que les coalitions ne sont pas faciles à faire en Allemagne. Est-ce que Emmanuel Macron peut présider l'Europe efficacement en janvier si l'Allemagne est instable? Oui, et le président de la République a toujours démontré son leadership européen. Je vous rappelle que quand il a fait le discours de la Sorbonne, qui était... septembre 2017. Exactement, cette grande initiative politique qui a posé les bases de l'Europe d'aujourd'hui. Si nous avons été capables de faire ce plan de relance, si nous avons été capables de mettre en place les vaccins au niveau européen, c'est grâce notamment à cette initiative européenne.
À cette époque-là, le gouvernement allemand, l'Allemagne avait des élections, le gouvernement allemand n'était pas stable et le président de la République a pris l'initiative. Le président de la République présidera aux destinées de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022 et il saura prendre ses responsabilités, il n'y a pas de doute là-dessus. Quels seront les grands thèmes de notre présidence ? Écoutez, ce que la crise a démontré, c'est que nous avons besoin d'une Europe qui soit plus puissante, plus souveraine et plus unie. Et le fonds de relance était une évidence et une nécessité absolument absolue. Nous avons besoin d'avoir une Europe qui renforce sa base industrielle, qui relocalise. Et donc l'emploi, l'investissement, l'innovation seront des piliers absolument fondamentaux. Et nous avons besoin aussi d'une Europe qui protège. Regardez donc. Mais oui, regardez ce qui se passe en Afghanistan. Regardez le retrait américain, où il y a pu avoir une forme de naïveté aussi des Européens qui pendant très longtemps se reposaient sur les Américains. Vous vous rendez compte que quand les Américains s'en vont et que les Européens ne sont pas préparés, nous en subissons les conséquences. Pierre-Alexandre Anglade, merci, bonne journée. Merci à vous. Radio J. Et l'invité de Christophe Barbier lundi matin sera Nadia et ministre déléguée chargée de la ville. Ce sera donc lundi matin à 7h45. Merci messieurs.